Vous avez déjà pris une photo et vous vous êtes rendu compte après coup qu'il y avait quelque chose sur la photo d'assez particulier. Et bien dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous présenter 5 photos et dans ces 5 photos, il y aura soit quelque chose d'assez étrange, de mystérieux ou d'effrayant, ou alors ce que montre la photo raconte une histoire qui est totalement incroyable. Pas incroyable dans le sens c'est génial, incroyable dans le sens oula. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, peut-être que vous-même également vous avez des photos où vous vous dites tiens ça je l'avais pas vu. N'hésitez pas à me les envoyer ou sinon venez me raconter une histoire flippante qui vous est arrivée. On est parti pour se plonger sur cette première photo. La première photo que je vais vous montrer est une photo de Robert Overacker. C'est un Américain, ou plutôt c'était un Américain âgé de 39 ans, qui venait de Camarillo en Californie, qui était un homme marié, sans enfant, s'est lancé un défi pour sensibiliser concernant la condition des personnes sans abri. Le 2 octobre 1995, il s'est rendu aux chutes du Niagara pour effectuer une cascade. La cascade sur papier est plutôt simple, mais dans les faits, elle est extrêmement dangereuse, et son histoire en est clairement la preuve. Son objectif est de sauter des chutes du Niagara en jet ski, et ensuite, une fois en l'air, de déployer un parachute pour se poser tranquillement plus bas. Nous avons d'un côté une photo, la dernière photo qui a été prise de Robert Overacker, mais également une vidéo qui montre son départ en jet ski au sommet des chutes du Niagara, et la photo montre le moment où il lâche son jet ski pour ensuite déployer son parachute. Le parachute qu'avait Robert Overacker n'était pas un parachute classique, il était censé se déployer alors que son jet ski était plus bas pour ne pas se le prendre ou alors se déployer trop tôt alors qu'il était encore accroché au jet ski, ce qu'il y a eu un dysfonctionnement, le parachute ne s'est pas déployé. Donc Robert Overacker a fait une chute devant son frère et un ami qui étaient témoins de la scène. Dans un premier temps, on pense que Robert a survécu à sa chute, parce qu'on le voit dans l'eau à la base des chutes du Niagara et ses bras semblent se mouvoir comme s'il nageait, mais ce n'était pas le cas du tout. Robert Overacker a perdu la vie et c'était simplement le courant de l'eau qui lui donnait ce mouvement de bras. Il a été transporté à l'hôpital et immédiatement il a été déclaré mort. Une des personnes à l'hôpital qui a vu le corps du cascadeur a dit que ce qu'il est resté du corps, l'impact que la chute a eu sur le corps, c'était comme si en fait Robert Overacker était tombé directement sur le sol, un sol en béton, alors qu'on aurait pu penser que en tombant dans l'eau ça aurait amorti la chute, mais je sais plus à partir de combien de mètres d'altitude. Si on fait une chute, je crois c'est peut-être 30 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. Si on tombe dans l'eau à plus de 30 mètres de hauteur, l'eau n'amortit rien du tout, l'impact ce sera le même que si on tombait sur un sol en béton. Cet homme était la 15e personne décédée dans les chutes du Niagara. Décédée suite à une chute. On ne compte pas dans ce nombre-là ceux qui ont pu mourir de noyade. Là, on va avoir pas une, mais plusieurs photos. Des photos qui montrent une expérience. Pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, c'est une expérience qui ressemble un peu à l'expérience de Milgram. Vous savez, c'est le type d'expérience où on teste un petit peu quels sont les résultats d'une autorité sur le comportement humain. Dans l'expérience de Milgram, en gros, on faisait souffrir un être humain et une autorité disait « t'inquiète pas, on gère ». Et du coup, la personne qui faisait souffrir l'être humain le faisait souffrir de plus en plus parce qu'il se disait « la responsabilité, elle ne tombe pas sur moi, elle tombe sur la personne qui me dirige ». Là, on a un petit peu le même truc, mais c'est pas dans le contexte scientifique. On a ça dans le contexte des prisons. Un professeur de l'université de Stanford, le professeur Zimbardo, se lance dans une étude assez particulière. Il veut savoir si l'environnement carcéral impacte d'une part le comportement des prisonniers, mais également le comportement des gardiens. Et comme pour toute expérience, il a besoin de volontaires, donc il passe une annonce dans les journaux pour recruter des étudiants, et au hasard, des étudiants sont désignés comme étant des gardiens et d'autres sont désignés comme étant des prisonniers. Tout un complexe est mis à disposition, on crée une fausse prison, on ne prend pas une prison qui est déjà existante, et déjà dès le début de l'expérience, les choses se passent de manière assez particulière. Les personnes qui ont été désignées comme gardiens, eux, ont été briefées un jour avant que l'expérience ne prenne vraiment place, on leur a donné un uniforme, comme ça, ils étaient entre guillemets non identifiables. Tous les gardiens étaient habillés de la même manière, il n'y avait pas de distinction en termes de vêtements. Le chef des opérations, le professeur Zimbardo, était un peu le directeur de cette prison fictive, et les prisonniers, eux, ont eu une assez grosse surprise le premier jour de l'expérience. Le 15 août 1971, tous ceux qui ont été désignés comme prisonniers ont été arrêtés par la police. Mais la vraie police. La police de Palo Alto est allée chercher ces personnes-là chez elles, et toutes ces personnes, tous ces étudiants ont été arrêtés devant leur famille, devant leurs amis, pour des motifs qui sont bien réels. Des agressions, des cambriolages, des braquages,
Donc évidemment, les familles étaient assez surprises, sachant que les étudiants n'étaient pas au courant qu'ils allaient être arrêtés de la sorte. Eux, ils pensaient qu'ils allaient se pointer devant la fausse prison, qu'on allait les briefer, et que tout allait se passer vraiment d'une manière très bien encadrée. Les faux prisonniers ont subi le même traitement que de vrais prisonniers. C'est-à-dire que le processus d'admission dans cette fausse prison était le même que dans une prison bien réelle. On leur a demandé de se mettre totalement nus pour fouiller leur corps, leurs orifices, pour voir s'ils ne cachaient pas d'objets, alors que c'était des étudiants. Ils n'allaient pas en prison contre leur gré parce qu'ils étaient volontaires, donc évidemment que non, ils n'avaient pas prévu du tout de faire ce genre de choses. Contrairement à ce qu'un prisonnier enfermé contre son gré aurait pu faire. Donc déjà on peut se dire que vivre ce genre d'événement, alors qu'en plus t'as rien fait, ça peut déjà créer un petit traumatisme. On retire l'identité des différents prisonniers, maintenant ils ne sont plus par exemple Robert José, ce sera détenu 814. On les met ensuite dans des cellules qui sont très inconfortables. On a voulu reproduire une prison du mieux possible, donc on n'allait pas leur mettre non plus une chambre d'hôtel. Les vêtements sont très inconfortables et on leur met des chaînes autour des chevilles. Pour une étude scientifique, c'est assez inquiétant de voir à quel point la chose a été faite de manière réaliste. On leur présente les règles de la prison, quand ils vont manger, ce qu'ils peuvent faire, etc., etc. Et dans chacune des cellules, il y a plusieurs prisonniers. Donc à partir de là, l'expérimentation commence. Et déjà, dès le deuxième jour d'expérience, les choses commencent un petit peu à capoter. Les détenus se rebellent. Ils se rebellent non pas parce qu'ils en ont marre d'être prisonniers, ils se rebellent parce que sans raison, les gardiens, donc d'autres étudiants, les réveillent à coups de sifflet, à coups de matraque sur les barreaux. Donc pour se venger de ce mauvais traitement sans raison, les faux prisonniers décident d'arracher leur numéro de prisonnier, ils décident de ne pas se rendre dans le réfectoire pour manger, ils décident de ne pas respecter ce qu'on leur dit, et donc, comme dans une réelle prison, les faux gardiens réprimandent les faux prisonniers, c'est-à-dire qu'ils les frappent avec leur matraque, ils leur retirent leurs vêtements, ils enlèvent leur matelas, et la personne qui a un petit peu organisé cette rébellion est envoyée au trou. C'est-à-dire dans une pièce, entre quatre murs, sans lumière, sans rien. C'est assez fou de voir comment certains se prennent un peu trop au jeu. Le troisième jour, avec toujours cette rébellion en tête, les gardiens décident de faire deux groupes. Ceux qui se sont rebellés et ceux qui étaient un peu moins présents pendant cette rébellion, qui n'y ont pas trop pris part. Ceux qui étaient moins impliqués ont été récompensés, ils ont eu des cellules un peu plus confortables, et les autres, eux, on leur a retiré vêtements, matelas, vraiment on leur faisait vivre un enfer. Mais au bout de 12 heures, à peu près une demi-journée, les personnes qui étaient récompensées ont été ramenées avec les autres, ce qui a créé quelques tensions. Les prisonniers qui avaient participé à la rébellion et qui avaient donc été punis pour ça, étaient mécontents que ceux qui aient quand même participé mais un peu moins, aient été récompensés et eu un traitement de faveur. Et toujours, les gardiens abusaient de leur pouvoir. Ils empêchaient les prisonniers d'utiliser leurs toilettes, les obligeant à utiliser des seaux dans leurs cellules. Les faux prisonniers se faisaient également humilier. Donc au bout du troisième jour, il y a un des faux prisonniers qui décide de quitter l'expérience. C'était Douglas Corpi, alias le prisonnier 8612, qui a littéralement pété un câble. Il criait dans sa cellule qu'il se sentait brûlé de l'intérieur. Il ne pouvait plus tenir, du tout. Il a donc été libéré, parce que là on parle vraiment de la santé qui peut être impactée par la situation, on ne va pas rendre quelqu'un fou pour une expérience, donc il est libéré. Et plus tard, plutôt récemment en 2017, cette personne-là, Douglas Corpi, a dit qu'il n'avait en fait pas eu de problèmes mentaux, il ne commençait pas à devenir fou. En fait, il a simulé un problème mental parce qu'il avait des examens un peu plus tard qu'il voulait réviser. Et en fait, en s'engageant dans cette expérience, on lui a dit « T'inquiète pas, tu pourras réviser dans la prison, il n'y a pas de souci, c'est pas une vraie prison, tu pourras quand même le faire. Cette expérience ne doit pas impacter non plus ta vie parce que rater des examens, ça peut avoir un impact quand même. » Mais, une fois qu'il était en prison, les gardes lui disaient « Non, non, tu révises pas. » Donc, pensant qu'il allait potentiellement rater ses examens à cause de ça, il s'est dit ça en vaut pas la peine, autant partir, et d'où cette simulation de crise mentale qui l'a ensuite fait partir. Le professeur en charge de l'expérimentation, il s'est pas dit qu'il allait amoindrir cette crise mentale, parce que lui au moment des faits, il se dit que vraiment là il y a un problème, donc il ne voulait pas causer non plus la folie chez quelqu'un. Donc il n'a pas cherché à comprendre si c'était vrai ou faux, pour lui il s'est dit il y a un petit souci, on le fait partir. Le quatrième jour, le comportement des détenus continue de changer. Certains remarquent que les gardiens font des faveurs envers certains, alors qu'avec d'autres, pas du tout. Donc il commence à y avoir des petites tensions entre faux prisonniers, il commence à y avoir de la méfiance, certains pensent que un tel ou un tel sont en fait des sortes d'indices qu'ils vont raconter tout ce qui se dit entre prisonniers aux gardes, et cette situation de tension a créé un autre problème chez l'un des prisonniers, le prisonnier connu sous le nom de prisonnier 819, qui, sans que vraiment les gens ne sachent pourquoi, se retrouvait seul à pleurer dans sa cellule. Là, le professeur en charge de toute cette expérience est allé voir
ce fameux prisonnier 819 pour essayer de comprendre ce qui se passait, et il a compris en fait où était le problème. C'est qu'avec tout cet emprisonnement, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire retirer l'identité des prisonniers pour leur attribuer des numéros, etc., en fait, il commençait à douter qu'il était quelqu'un. Il commençait à penser qu'il n'était qu'un numéro, et qu'il était quelqu'un sans importance. Donc le professeur Zimbardo est allé voir le prisonnier, il l'a pris avec lui, et il l'a rassuré sur le fait que le tout n'était qu'une expérience, qu'il avait bien un nom, qu'il était bien quelqu'un, qu'il avait bien une vie, qu'il n'était pas juste un numéro. Donc, pour éviter que la situation mentale de ce prisonnier, de ce faux prisonnier empire, le professeur a décidé de l'écarter de l'expérience, et les gardiens, eux, ont été tenus de dire non pas que le prisonnier est parti parce que ça allait pas, parce qu'il fallait quand même montrer que l'environnement carcéral était assez réaliste, hein. Il fallait pas faire comprendre aux faux prisonniers que dès qu'ils pleuraient, ils allaient partir. Donc, la raison officielle dans cette fausse prison concernant le départ de ce prisonnier, c'est qu'il a fait quelque chose d'horrible et qu'en fait, il est transféré vers une autre prison qui prend en charge son type de comportement. Le 5e jour, c'était le jour où les prisonniers pouvaient recevoir de la visite. Et c'était pas quelque chose qui se passait de manière très cordiale. Ceux qui venaient voir des prisonniers attendaient pendant très longtemps, et le temps passé avec les prisonniers était très court. 10 minutes seulement, sous l'observation en plus d'un gardien. Les parents qui sont allés voir leur enfant étaient très inquiets de voir comment ça se passait, donc eux, ce qu'ils voulaient, quand ils sont partis, c'était contacter un avocat pour faire sortir les étudiants de l'expérience. Ce qui était en soi un peu compliqué parce que les étudiants avaient signé un contrat indiquant qu'ils étaient bien volontaires. Donc avec ce contrat-là signé, les étudiants pouvaient pas dire j'en ai marre, je m'ennuie, je m'en vais. On leur mettait le contrat sous le nez en disant frérot, t'as signé, si tu pars maintenant, t'es pas payé. Un collègue du professeur Zimbardo est allé inspecter la fausse prison de nuit pendant le 5e jour pour voir un petit peu comment ça se passait. Et ce collègue a été très surpris de voir que pendant la nuit, les gardiens maltraitaient les prisonniers en leur faisant porter par exemple des sacs sur la tête. Et du coup, ce collègue est allé voir le professeur Zimbardo et lui a reproché son immoralité vis-à-vis de l'expérience. C'est-à-dire que lui, certes, il observait ce qui se passait, mais il ne faisait qu'observer. Il ne surveillait pas. Comprenez par là que, certes, il analysait les résultats de ses recherches, mais il ne surveillait pas s'il y avait parfois des abus. En plus de ça, le professeur avait l'air d'avoir été un peu changé par son faux rôle de directeur du faux pénitencier qu'il avait créé. Comme si en fait, il se sentait vraiment le directeur, mais d'un point de vue assez détaché. En gros, il gérait le truc, mais le bien-être de ses faux détenus, il s'en fichait. Sauf si vraiment il y avait des cas de problèmes mentaux qui commençaient à se déclarer, comme pour certains prisonniers. Et c'est au 6e jour que l'expérience s'est arrêtée. À cause de l'inquiétude des parents, des remarques faites par le collègue de Zimbardo et également une fois qu'il s'est penché un petit peu sur ce qu'il voyait, c'est-à-dire en voyant que la brutalité des gardiens n'était que croissante au fur et à mesure des jours, là le professeur s'est dit, on arrête tout. L'expérience devait de base durer 2 semaines, 14 jours. Finalement, il n'en a duré que la moitié. Donc, le professeur réunit prisonniers et gardiens pour leur dire que l'expérience est maintenant finie. Il y a eu des débriefings pour savoir les ressentis des uns, les ressentis des autres. Et ce qui est ressorti de toute cette expérience, en fait, c'est pas grand-chose. Le seul truc qui est plutôt ressorti, c'est que par exemple, la brutalité des gardiens ne venait pas du fait que c'était des gens violents, individuellement. C'est l'environnement de la prison, de fait qu'ils étaient gardiens, et du coup ils avaient cette autorité un peu supérieure qui leur disait vous devez surveiller les détenus, qui a fait qu'ils étaient très violents, sadiques envers les détenus. Par exemple, ce qui a été montré, c'est que les gardiens étaient beaucoup plus, entre guillemets, malveillants envers les détenus quand ils étaient observés. Donc on retrouve ce truc un peu comme pour l'expérience de Milgram, de l'autorité qui pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Donc bon, une expérience assez folle. Dites-moi vous, est-ce que vous seriez prêt en échange d'argent parce que tous ceux qui ont participé à l'expérience ont été payés, ils ont été payés pour la durée initiale qui a été prévue, pas que pour 6 jours, donc ils ont été payés pour 2 semaines. Est-ce que vous, en échange d'argent, par exemple en échange de 500 000 euros, vous vous dites, sans savoir quel rôle vous allez jouer, ok, je signe pour une expérience comme ça. Personnellement, je ne le ferai pas. Vous savez, il y a des endroits qui sont très appréciés en urbex, que ce soit simplement pour découvrir des lieux chargés d'histoire ou alors à la recherche d'expériences paranormales. Ces endroits, ce sont les sanatoriums. Les sanatoriums, ce sont des endroits qui sont utilisés pour isoler des personnes malades atteintes de la tuberculose de la population qui n'est pas malade. Le traitement de la tuberculose était quelque chose de très difficile, donc dans les sanatoriums, il y avait énormément de décès, et notamment dans le sanatorium dont je vais vous parler avec cette photo, le sanatorium de Waverly Hills. Pour la petite histoire, ce sanatorium était un endroit qui a de base été construit pour être une école, qui l'a été, et ensuite devenant un bien public, il a été utilisé comme sanatorium.
Cet endroit-là précisément est considéré comme hanté vu le nombre de choses très sordides qui s'y sont passées. Déjà les décès suite à la tuberculose, il y avait des traitements douteux des médecins qui faisaient un peu des expérimentations sur les victimes, des expérimentations médicales. Il y avait même une sorte de tunnel non loin du sanatorium qui a été creusé pour mettre les corps de personnes décédées dans un chariot et on les envoie au fond du tunnel. Vous avez un peu l'image de la chose et la photo que je veux vous montrer, c'est une photo qui fait déjà froid dans le dos, vous allez le voir. Mais ce qui m'a intéressé et qui est assez particulier, c'est l'histoire qui se cache derrière cette photo, mais plus précisément concernant la chose qu'on voit sur cette photo. La photo c'est celle-là. On voit un des couloirs du sanatorium de Waverly Hills qui a été pris en photo par des personnes qui faisaient de l'exploration urbaine. Sur cette photo on voit une jeune femme, on la voit plutôt distinctement et ce qui est très fou sur cette photo c'est que cette jeune femme on a pu l'identifier, en tout cas on le pense. Ce serait Mary Lee, une infirmière qui travaillait dans le sanatorium du temps où il était encore actif et cette infirmière-là a une histoire assez tragique. Alors qu'elle travaillait, qu'elle était en service, elle est tombée amoureuse d'un médecin. Le médecin s'est un peu servi d'elle pour assouvir ses désirs, et quand elle a voulu aller plus loin, c'est-à-dire commencer à vouloir fonder une famille, le médecin lui a dit non, ce qui lui a brisé le cœur. Après cela, elle a contracté elle-même la tuberculose et elle a été enfermée dans la chambre 502, là où elle s'est donné la mort elle-même par pendaison. Une histoire qui, de par la tristesse qu'elle a vécue, pourrait expliquer pourquoi elle hante encore les lieux, parce que ce serait un lieu qui a marqué sa vie, en tout cas à la fin de sa vie. À une certaine époque, dans le monde, il y avait des emplois qui pouvaient nous causer beaucoup de tort sur le plan médical. Rien à voir avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui, s'il y en a encore. À l'époque, pour s'enrichir, des employeurs n'hésitaient pas à utiliser des produits très nocifs pour le corps sans en avertir leurs employés qui contractaient donc des maladies. Et là, la maladie qui est contractée et dont je vais vous parler maintenant est une maladie très particulière parce que dans un premier temps, si on parle vite fait des effets qu'elle a, ça peut être marrant. Mais après quand tu vois les effets que ça a sur le corps, tu comprends qu'en fait c'est pas drôle du tout. Ce dont je vais vous parler là, c'est des radium girls, les femmes au radium. En fait le radium c'était quelque chose qui était utilisé pour créer une peinture lumineuse. Et il y a une entreprise qui créait des montres avec cette peinture au radium qui employait beaucoup de femmes pour justement customiser entre guillemets ces fameuses montres. Les femmes qui peignaient trouvaient ça assez amusant d'avoir une peinture lumineuse, du coup ce qu'elles faisaient c'est qu'elles s'en mettaient avant d'entrer à la maison un peu sur le visage, un petit peu sur les ongles, et ensuite dans le noir ça brillait un peu. Elles faisaient ça pour amuser leurs amis, leurs petits amis, etc. C'était vraiment de base bon enfant de voir l'utilisation de ce produit, et c'était quelque chose qui était très agressif. On ne s'en rendait pas compte dans un premier temps, mais les employeurs encourageaient les femmes par exemple à lécher un petit peu le bout du pinceau qu'elles utilisaient, vous savez, parce qu'un pinceau ça a le poil dur, il faut le tremper un peu pour qu'il s'assouplisse et qu'on puisse s'en servir. Donc là, on utilisait le radium, on leur disait de lécher un petit peu le pinceau pour pouvoir assouplir et peindre les montres, sauf que c'était très dangereux. Donc, à force d'être au contact de ce radium, les femmes ont petit à petit commencé à souffrir d'anémie, de nécrose de la mâchoire, c'est-à-dire des maladies des os, et il y a même eu des tumeurs dans les plus graves des cas. Il y a eu des décès, et ces décès ont été enterrés sous le tapis par les sociétés qui utilisaient ce fameux radium. Ils disaient aux médecins, tais-toi, on te paye, on te fait un pot de vin pour que le secret ne soit pas divulgué. Donc, pour éviter que l'affaire s'ébruite, on attribuait les morts à cause de cet élément-là, utilisé pour faire des montres par exemple, à d'autres maladies qui étaient courantes à l'époque, c'est-à-dire aux alentours de l'année 1920. Finalement, il y a eu un procès qui a mis un peu de temps à arriver parce qu'aucun des avocats ne voulait s'attaquer à des entreprises puissantes, donc il fallait en trouver un qui avait assez de courage pour le faire, et finalement le procès a été gagné en faveur des personnes qui avaient survécu à ce contact avec le radium. On pense que la dernière personne qui est décédée et qui fait partie de ce mouvement des Radium Girls est décédée en 2014 à l'âge de 107 ans. On peut se dire mais ça va totalement à l'encontre de tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, mais cette femme a assuré qu'elle n'avait été en contact que pendant quelques mois avec le produit nocif et qu'elle ne l'avait jamais ingéré ou qu'elle ne se l'était jamais posé dessus. Mais bien qu'elle n'ait jamais du coup été en contact vraiment physique avec, mais plutôt dans l'environnement de ce produit, elle a perdu ses dents et elle a contracté également 2 cancers au cours des années qui ont suivi son travail dans l'entreprise qui utilisait le radium. Et cette personne-là n'avait pas touché le produit en lui-même. Donc imaginez un peu la souffrance qui a pu arriver à toutes les femmes qui se sont mis sur les ongles, qui l'ont utilisé sur la peau de leur visage. Elles ont dû connaître des souffrances horribles, comme le témoigne la photo que j'ai pu vous présenter. Voici Lina Bedina, une jeune fille qui avait 5 ans en 1939 et qui se trouve être la plus jeune mère de tous les temps,
car c'est à 5 ans qu'elle a donné naissance à son enfant. Elle se plaignait de maux de ventre au niveau de l'abdomen et ses parents ont remarqué qu'elle avait un gonflement assez étrange. Donc inquiets, l'ont emmené voir un médecin et les médecins ont diagnostiqué que l'enfant de 5 ans était enceinte de 7 mois. Finalement, la grossesse arrive à terme, elle se passe par césarienne et évidemment ça fait la une des journaux. Comment est-ce possible qu'une jeune fille de 5 ans ait un enfant? J'entrerai pas dans les détails de l'aspect médical de la chose, de l'aspect scientifique de comment c'est possible. Grosso modo, c'est que la jeune fille a une puberté vraiment très précoce. Mais ce qui est horrible dans cette histoire, parce que là on peut se dire en l'entendant que c'est juste une histoire incroyable, mais là où l'horreur intervient dans cette histoire, c'est que si cette jeune fille a eu un enfant, cet enfant a forcément un père. Donc ça veut dire que quelqu'un a eu une relation intime avec une jeune fille âgée de 4 ou 5 ans. Et là, cette histoire ne rentre plus dans les histoires incroyables et dans les histoires sordides. Vous attendez que je vous dise qui est le père de l'enfant? Je ne peux pas, parce qu'on ne sait pas. La jeune fille, même à l'âge adulte, n'a jamais voulu dire qui était le père de son enfant. Des suppositions ont été réalisées concernant son propre père à elle, mais manque de preuves. Donc manque de preuves, bien qu'il avait été emprisonné, il a été relâché derrière. Donc qui est le père de l'enfant? Qui est quelqu'un qui a commis un acte horrible? On ne le sait pas. Voilà, je pense qu'on en a fini pour ces histoires. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai appris pas mal de choses. Je suis tombé sur une des photos que je vous ai présentées par hasard. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé par tout ce que j'ai pu raconter. Je trouve que c'est toujours des choses intéressantes à voir, parce qu'on en apprend un petit peu sur l'histoire de notre monde au travers de ces photos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aviez déjà vu ou entendu parler de certaines photos, ou peut-être que vous avez même des informations à ajouter par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Encore une fois, je le répète, si jamais vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, c'est très important, vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Je vous laisse également mon Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!